Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la traumatologie, des accidents de la route, qui est un sujet de santé publique majeur, puisque même si les chiffres sont en amélioration, ceci reste assez important. Dans les 50 dernières années, par exemple, depuis 1960, nous avons 350 000 personnes qui sont mortes des suites d'un accident. Et la seule année 1972, qui est le pic de décès, comptabilise près de 18 000 morts. En 2016, les chiffres sont beaucoup plus bas. Nous avons à déplorer 3 500 décès directs de la route et 30 000 blessés graves. Donc vous imaginez que cela entraîne des drames humains, familiaux et des conséquences bien sûr économiques, à la fois pour les victimes, les familles, mais pour la société du fait des incapacités de travail, des traitements longs et coûteux. Donc nous allons nous poser plusieurs questions. Quelle est la prise en charge initiale d'un patient accidenté? Quel est le parcours de soins que suit un accidenté de la route et surtout comment retrouver une vie normale après un accident. Dans cette première partie d'émission, nous allons à la rencontre du service d'anesthésie et de réanimation du professeur Léon à l'hôpital Nord et nous verrons comment un patient est pris en charge dans les premières heures qui suivent un accident. Pour la chronique pédagogique, le professeur Xavier Fleischer nous parlera des premiers gestes à avoir quand il y a un accident de la route. Dans une seconde partie d'émission, nous suivrons M. Samir Soltani, qui est un patient qui a eu un accident de la route et qui est actuellement en rééducation en hôpital de jour et qui se bat au quotidien pour réapprendre les gestes de la vie quotidienne. Dans sa parole d'expert, le docteur Karine Cossino nous parlera des facteurs, les facteurs étiologiques à l'origine des accidents, comme le sommeil, l'épilepsie, qui peuvent entraîner des accidents de la route. Enfin, nous terminerons notre émission par la chronique Femme de santé, présentée par Fanny Masméjean. Tout de suite sur le plateau, nous accueillons nos invités. Professeur Marc Léon, bonjour, vous êtes chef du service anesthésie à l'hôpital Nord. Bonjour. Bonjour à vous. Le docteur Thierry Beige, vous êtes chirurgien digestif également à l'hôpital Nord. Bonjour. Bonjour. Et M. Samir Soltani, dont on vient de parler, qui a eu un accident et qui est actuellement en rééducation. Bonjour. Bonjour. Pour nous accompagner également le professeur Xavier Fleischer avec ses deux casquettes aujourd'hui, casquette de chroniqueur de l'émission régulier et puis casquette de chef de service de traumatologie et de chirurgie orthopédique de l'hôpital Nord. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Professeur Léon, avant de commencer et de voir le reportage, en quelques mots, quelles sont les grandes étapes de la prise en charge d'un patient dans votre service? Alors, il y a une étape primordiale avant notre service, c'est la prise en charge préhospitalière par les équipes de premiers secours, par le SAMU qui fait un travail extraordinaire, qui va conditionner le patient, qui va faire un triage, qui va nous amener le patient dans les meilleures conditions. Dans notre service, très rapidement, ça va être un premier bilan très rapide dès l'arrivée, dans les 15 premières minutes, où le patient va avoir 2 radios, une échographie. Et puis après, il va partir selon son état, soit au bloc opératoire pour être opéré, soit au scanner où il bénéficiera d'un scanner du corps entier et où le bilan exhaustif de ces lésions pourra être fait. D'accord. Très intéressant. Je pense que le reportage va répondre à beaucoup de ces questions. Nous reviendrons sur ces questions après le reportage. C'est un reportage qui a été préparé par Patrick Loez. L'accident s'est passé à 6h36 minutes. Je suis allé à la mosquée. En sortant de la mosquée et de chez moi, je marche sur le trottoir. Et il y avait un jeune homme alcoolisé, fumé, drogué. Il est monté avec sa voiture sur le trottoir. Il m'a envoyé en l'air, projeté 12 mètres. Après, cependant, je ne me souviens de rien. Il y avait la police qui m'a ramené à l'hôpital Nord. Et j'ai fait 25 jours de coma à l'hôpital Nord. Si Samir ne se souvient pas de son parcours après son accident, découvrons ensemble comment se déroule une prise en charge dans un service de réanimation. Le début du parcours du patient traumatisé sévère a lieu ici, sur l'héliport de l'hôpital Nord, où arrivent les patients traumatisés sévères de toute la région. Nous arrivons au déchocage, qui est la structure d'accueil du patient traumatisé sévère. Donc c'est une structure qui est grande en taille, qui permet d'accueillir tous les correspondants qui peuvent être très nombreux
lors de l'accueil du traumatisé sévère, à peu près une vingtaine, et qui regroupe tout le matériel dont nous aurons besoin, à la fois pour la transfusion, la gestion de la douleur et tous les gestes techniques. Après le déchocage, le patient va être amené ici pour avoir un scanner de la tête aux pieds afin de faire un bilan des lésions le plus optimal possible. Après le scanner, le patient est amené ici en réanimation, donc une structure qui dispose de 15 lits séparés avec donc des boxes fermées. Il restera donc ici en attendant la poursuite de son traitement, soit une intervention chirurgicale, soit une embolisation. Voilà une chambre de réanimation où le patient sera, donc une chambre assez spacieuse qui permet de s'occuper confortablement du patient, avec le matériel de ventilation, le matériel de monitorage et puis une horloge qui permet aussi au patient de garder ses repères pour pouvoir reprendre une vie normale après son accident. Le centre de simulation travaille en complémentarité avec les services de réanimation. Nous sommes ici dans le hall d'essai du laboratoire de biomécanique appliquée. Ce laboratoire a comme thème central de recherche l'homme virtuel, c'est-à-dire la compréhension par des moyens de modélisation numérique de la survenue des lésions traumatiques. Cette activité est tout à fait en lien et en complémentarité de l'activité des cliniciens et motivés par les thématiques cliniques, nous développons des expérimentations et des thèmes de recherche qui nous permettent de comprendre comment surviennent les lésions traumatiques, mais aussi comment on pourrait les prévenir ou comment les réparer. Si on essaie de résumer un peu votre action, on peut dire que c'est en 3 phases. D'abord, stabilisation des fonctions vitales. Ensuite, bilan des lésions avec de l'imagerie notamment. Et puis après, en fonction de ces lésions, orientation dans des services adéquats. Alors c'est tout à fait ça. Hein. Notre premier but, c'est de stabiliser et de faire survivre le patient qui va pouvoir avoir plusieurs complications, le plus souvent des chocs hémorragiques. Hein. C'est la cause la plus fréquente. C'est-à-dire que le patient va perdre énormément de sang, il va falloir compenser tout ça. Dans un second temps, donc, on fait un bilan diagnostique, savoir quels sont les organes qui saignent, ceux que les chirurgiens peuvent réparer. Et puis après, il va se jouer tout un temps où il y a des complications qui peuvent survenir. Et c'est le temps de la réanimation, qui est un temps assez obscur pour beaucoup de monde, où on va pallier à toutes les détresses vitales, organe par organe. Et ça va être notre travail jusqu'à ce que le patient puisse être ce qu'on appelle autonome, c'est-à-dire puisse respirer, avoir une pression artérielle, avoir toutes les fonctions physiologiques qui sont restaurées. Et à ce moment-là, le patient ira vers un service ou vers un centre de rééducation. D'accord. Et justement, on parlait de lésions. Est-ce qu'au cours des dernières années, en fonction de l'évolution de la technologie, notamment de la sécurité automobile ou routière de manière plus générale, est-ce que vous avez vu une évolution des lésions et des pathologies dans votre domaine? Alors, il y a des lésions qu'on rencontre de moins en moins du fait des airbags, des choses comme ça. Le traumatisme crânien, par exemple, son incidence a diminué, d'accord? Donc les traumatismes crâniens graves semblent un peu en diminution. Par contre, tout ce qui est traumatisme thoracique du fait de la compression par l'airbag tend à augmenter, ainsi que et ce qui n'a pas tellement bougé, finalement, ça va être les traumatismes digestifs. Donc, la technologie modifie un peu la donne. Il y a moins de décès, comme vous l'avez dit, mais finalement, toute cette sécurité qui entoure alors au départ, ce n'est pas le patient, hein, mais qui entoure le conducteur, va permettre de survivre, mais permettre de survivre à des lésions assez sérieuses qui, auparavant, n'étaient pas vues à l'hôpital. Monsieur Soltani, on vous a vu dans le reportage. On parlera plus longuement de la rééducation par la suite. Mais revenons à ce jour c'était en 2015. 2015. Le 8 novembre 2015. Voilà, parlons de la prise en charge initiale. On a vu des images. Est-ce que vous vous rappelez de ces moments, de ces endroits dans la réanimation? Est-ce que vous avez des souvenirs? Non, non. Depuis le 8 novembre 2015 jusqu'au début janvier, je me souviens de rien. Sauf à partir du 20-25 janvier, je commençais à connaître pourquoi je suis à Saint-Martin,
Et j'ai pas compris. On verra votre parcours à Saint-Martin. Après, juste sur justement l'accidentologie et les voitures, on vous a vu dans le reportage. Qu'est-ce qu'une modélisation finalement? Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors, en prenant des mots assez simples, la modélisation, c'est en fait l'utilisation de moyens informatiques pour reproduire des phénomènes complexes. Ça a été beaucoup utilisé dans l'aéronautique, la météorologie, on comprend pourquoi. C'est aujourd'hui beaucoup utilisé dans la médecine et notamment dans le cadre de notre laboratoire, dans le cadre de l'homme virtuel. Il n'y a pas un homme virtuel, mais il y en a toute une famille d'hommes en fonction de si on veut décrire la globalité du traumatisme ou bien le processus précis lésionnel. Les applications sont extrêmement nombreuses. On peut prendre par exemple le cas du traumatisme abdominal, on a parlé de la ceinture de sécurité. De façon paradoxale, alors qu'elle sauve des vies, la ceinture de sécurité augmente les lésions abdominales. Et bien par nos systèmes de modélisation numérique, on peut essayer de comprendre pourquoi et éventuellement de proposer des modifications futures qui ne sont pas encore là, mais sur ces dispositifs. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, nous allons donner la parole au professeur Xavier Fleischer qui va, dans sa chronique, nous expliquer quels sont les premiers gestes à avoir en cas d'accident de la route. Hervé, il faut avant tout préciser à nos téléspectateurs qu'il s'agit d'un devoir de s'arrêter et de porter assistance et que si on n'applique pas ce devoir, on peut être condamné par le code pénal à non-assistance à personne en danger. Il se décline en 3 parties que l'on appelle protéger, alerter et secourir. Protéger, c'est avant tout se protéger soi-même et aussi protéger les personnes sur le lieu de l'accident. Il faut que les téléspectateurs sachent que l'espérance de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence n'excède pas les 20 minutes. Il faut donc se carrer à distance de l'accident, signaliser toute la zone de l'accident, baliser et ensuite alerter, passer à la phase numéro 2. Alerter, c'est bien entendu les 3 numéros qu'il faut connaître, le SAMU, le 15, les pompiers, le 18 et la police ou la gendarmerie, le 17. Mais si on a un seul numéro à se souvenir, c'est bien entendu le 112, un numéro qui pourra vous orienter sur l'un des 3 organismes. La 3e partie, c'est secourir, bien entendu. Alors, si le blessé saigne abondamment, il faut faire pression avec un linge ou avec son poing. On peut aussi appliquer un garrot, sous réserve que l'on note l'horaire auquel on met un garrot. Ça devient un petit peu plus compliqué si le blessé est inconscient. Et là, il faut avoir des connaissances de secourisme que l'on ne peut que conseiller d'obtenir pour nous tous. Si le blessé ne respire plus ou respire très mal, il faut libérer les voies aériennes. S'il respire, on peut se contenter de le mettre en position latérale de sécurité. Si le patient est inconscient et qu'il est en arrêt cardiaque, bien entendu, il faut savoir faire un massage cardiaque, ce qui n'est pas à la portée de nous tous. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est donner à boire à un blessé, transporter un blessé dans sa voiture, retirer le casque d'un motocycliste. Ça, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais il faut pour autant lui ouvrir la visière pour qu'il puisse respirer. Et puis, si on ne sait pas quoi faire, il faut surtout alerter les secours et puis ne pas laisser le blessé exposé au froid ou aux intempéries. Merci beaucoup Xavier. Bien, merci d'avoir été dans cette première partie d'émission. Docteur Beige, Xavier, nous allons vous libérer pour passer dans une seconde partie à votre rééducation, Monsieur Soltani. Et pour cela, nous avons, grâce à un reportage réalisé par Patrick Loez, illustré votre prise en charge actuelle. Ici, c'est un service de rééducation un peu particulier puisque c'est une unité d'éveil qui accueille des patients polytraumatisés. Les patients nous sont adressés pour la plupart directement des services de réanimation ou de soins intensifs de la région et viennent ici pour débuter une rééducation la plus précoce possible tout en ayant une surveillance encore rapprochée puisqu'ils restent fragiles. Dès qu'ils arrivent, les patients débutent la rééducation. Ils vont avoir à la fois de la rééducation en chambre puisqu'ils doivent tout réapprendre, apprendre à se lever seuls, se laver, manger, s'habiller, utiliser les toilettes. Et puis bien sûr, ils ont de la rééducation ici, au petit gymnase, donc qui est un gymnase qui est dédié aux patients de l'unité pour être au calme. Ils vont avoir ici dans ce gymnase kinésithérapie, essentiellement pour mobiliser les membres paralysés, pour renforcer les muscles qui sont présents, travailler l'équilibre, d'abord assis, puis pour ceux qui peuvent debout, voire reprendre la marche ou plus. Ils vont avoir de l'ergothérapie, donc qui se concentre plus sur les membres supérieurs, la dextérité, les manipulations d'objets, et qui fait travailler aussi le cognitif à travers des exercices concrets. Et puis ils vont avoir de l'orthophonie, pour la plupart
des patients qui vont progresser. Ils pourront passer ensuite en secteur classique. Et pour ceux qui progresseront assez pour retrouver une autonomie du quotidien ou seront assez encadrés à la maison, ils rentrent ensuite à domicile. Et s'ils ont encore besoin d'une rééducation pluridisciplinaire qui soit encore spécialisée, ils peuvent avoir l'opportunité d'aller en hôpital de jour. Alors, ça va? Comment ça va? Quand Samir est sorti du service urgence et réanimation, il avait perdu la mémoire. Il a été transféré en unité d'éveil dans un établissement de médecine physique et de réadaptation. Après 2 mois et 3 semaines, j'ai commencé à connaître un peu de souvenirs supposant de ma femme, de mes enfants, de ma mère, de ma famille. Et petit à petit, ça rentre dans l'ordre. Je viens à Saint-Martin ici, à l'hôpital du jour, du lundi au vendredi. Et je suis obligé, tant que supposant les handicaps que j'ai et les opérations que j'ai faites, je suis obligé, supposant, de faire le kiné. Heureusement, supposons ici à Saint-Martin, il y a toute une équipe. C'est vrai que la personne, supposons, ne se sent jamais, supposons, seule. Toujours vous êtes entouré. Et c'est une partie de la guérison, supposons, du malade. Quand la personne fait un accident, toute sa vie, supposons, elle est bouleversée. Parce qu'il se trouve isolé, il se trouve dans un cas exceptionnel, supposons, de santé, des opérations et des soins. On espère que ça va rentrer dans l'ordre. Mais ça va aller. Je dis à mes enfants toujours, il ne faut pas marcher, supposons, dans la rue. Il faut marcher sur le trottoir. Et quand s'est passé, supposons, mon accident, mes enfants, qu'est-ce qu'ils me disent? Il ne faut pas, papa, supposons, marcher sur le trottoir, il faut marcher dans la rue. C'est le contraire. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous accueillons de nouveaux invités. Le professeur Claude Martin, qui est anesthésiste réanimateur. Bonjour. Bonjour. Notre chroniqueuse Karine Cossino. Et puis sont restés avec nous les professeurs Léon et M. Soltani. Donc M. Soltani, nous avons vu ce reportage. Quelle est la place actuellement de la rééducation dans votre vie? Et si vous n'y allez pas de quelques jours ou quelques semaines, est-ce que vous sentez une dégradation? Est-ce que ça va moins bien? C'est tout à fait normal. Quand on fait, supposons, la rééducation, on se sent très bien. On avance. Et quand on ne fait pas la rééducation, ça nous manque quelque chose. Parce qu'on a pas mal de séquelles qu'il faut faire la rééducation tous les jours. Tous les jours. Donc, vous y allez actuellement tous les jours? Tous les jours, de lundi au vendredi. D'accord. Et actuellement, est-ce que vous avez des séquelles de votre accident en termes de... Est-ce que vous avez encore des douleurs? Est-ce que vous dormez pas bien? Est-ce que vous avez encore un petit peu de stress? Comment vous sentez-vous? Au niveau de séquelles, il y a plusieurs. Il y a le manque de sommeil, il y a l'épaule gauche, il y a le genou droite, il y a le dos, il y a le bassin. Donc il y a plusieurs choses. Et la rééducation vous aide à surmonter, exactement, tout ça. Il y a toute une liste Bon, on a vu que vous avez été largement bien pris en charge dans le centre de rééducation. Voilà. Professeur Martin, une question, on va profiter de votre expérience dans ce domaine. Au cours des différentes années passées, y a-t-il eu une amélioration majeure dans la prise en charge en réanimation de ces personnes? Ça peut être les drogues utilisées ou le parcours du patient. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Oui, de façon considérable. Moi, j'ai commencé en traumatologie à l'hôpital Nord en 1992. Et quand on regarde la façon dont les patients sont pris en charge au fil du temps, on voit qu'on n'a fait que progresser. On va dire qu'on est passé de l'amateurisme au grand professionnalisme. Tout simplement parce qu'on a réuni les compétences autour d'un patient, chose qui en 1992 n'était pas si évident et maintenant il serait impensable de travailler autrement. Et donc la progression est constante et n'a pas cessé au fil des années. Et il y a une question toujours délicate qu'on se pose dans ces cas-là, mais je suis obligé de vous la poser. Quand on parle de réanimation, jusqu'où faut-il aller dans la réanimation d'un polytraumatisé? C'est-à-dire dans le vif de l'action, et au vu de gravité des lésions, est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez ce type de questions? Alors, le pronostic de ces patients, on l'a vu avec monsieur, il faut 1 an, voire 2, éventuellement plus, pour le fixer. Autrement dit, quand un blessé nous arrive dans les premières heures, on ne se pose pas la question. Évidemment, tous les moyens sont mis en œuvre pour d'abord sauver sa vie,
Ensuite, faire en sorte que son cerveau soit dans les meilleures conditions pour supporter le traumatisme qu'il a subi lors de l'accident. Donc dans les premières heures, on ne se pose pas de questions. Dans les premières 24 heures, pas vraiment non plus. On commence à se les poser éventuellement au-delà. Donc première période, on sauve une vie. Et on met toutes les chances du côté du patient. Deuxième période, on commence à réfléchir à savoir si le poids thérapeutique est toujours du traitement ou de l'acharnement thérapeutique. Mais vous comprenez que ça ne peut pas venir dès les premières heures. Professeur Léon, je reviens vers vous. On parle de sédation ou de coma artificiel. Quel est l'intérêt de mettre un patient dans un sommeil profond? Alors, il y a 3 intérêts. D'abord, il y a des patients qui ont un traumatisme crânien grave, là où la sédation va être un médicament pour le cerveau, pour mettre globalement le cerveau au repos. Il y a des patients qui ont un traumatisme thoracique grave aussi, qui ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, la sédation va leur permettre de supporter la ventilation mécanique et tous les soins très invasifs qu'on fait. Et puis, ces patients ont des douleurs aiguës très importantes qui vont nécessiter de fortes doses de produits dérivés de la morphine. Et à ce moment-là, ces produits-là sont des dépresseurs respiratoires, donc ils vont s'arrêter de respirer spontanément et donc il va falloir les aider. Et à ce moment-là, il va falloir les endormir, là aussi, pour qu'ils puissent supporter la machine et le ventilateur. D'accord. Alors, je suis désolé, j'avais des dizaines de questions à vous poser sur ce sujet très intéressant. Malheureusement, le temps passe et le temps est venu de céder la parole à notre chroniqueuse Karine Cossino, qui va nous parler des facteurs extérieurs liés aux accidents, ce qui entraîne éventuellement un accident. Je vais commencer par dire quelque chose qui fâche. 3/4 des accidents graves surviennent chez les hommes. 90% des accidents sont liés à un facteur humain. 35% sont liés en général à une rencontre d'obstacles, 28% à la prise d'alcool. Mais dans 9% des cas, ce sont des problèmes médicaux qui entraînent les accidents de la route et le premier en tête de file, c'est les endormissements, les somnolences au volant. Et dans ces somnolences, ce sont les apnées du sommeil qui entraînent des somnolences inopinées. 9% des accidents sur route et 18% d'accidents sur autoroute létaux sont liés à ces somnolences. Les apnées du sommeil sont c'est en fait un syndrome qui survient chez les personnes qui ronflent. Ce sont des pauses respiratoires itératives nocturnes qui durent de 10 à 45 secondes. Elles sont répétées et elles entraînent un manque d'oxygène, une baisse d'oxygène au niveau du cerveau. Le cerveau est en carence de sommeil et donc le lendemain est obligé de récupérer. Il entraîne donc, ces syndromes d'apnée du sommeil entraînent des somnolences et notamment des endormissements au volant. À côté de ces apnées du sommeil, il y a les syncopes. Les syncopes sont une baisse brutale de la vascularisation cérébrale, soit par une hypotension, soit par une pause cardiaque, soit par une bradycardie, donc un ralentissement de la fréquence cardiaque, ou encore un emballement cardiaque très rapide qui dépasse 250 battements par minute. Et dans ce cas-là, le cerveau n'est plus vascularisé, enfin mal vascularisé, et cela entraîne une syncope. Et en dehors de ces syncopes, il y a aussi les épilepsies, où on perd le contrôle du volant. Donc si on retrouve un patient en réanimation et qu'il n'y a pas de cause à son accident, il faudra rechercher les causes de syncope et les causes d'épilepsie. Merci Karine pour ces explications très claires. Pour terminer notre émission, Fanny Masbéjean. Bonjour à tous. Savez-vous que les motocyclistes aujourd'hui constituent 18% des personnes tuées sur la route, soit 625 morts par an? Le nombre de personnes blessées est de 5484, dont 5419 hospitalisés. Lors d'un accident, les motards sont toujours victimes de traumatismes corporels. Et bien pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune protection. Ils n'ont pas de carrosserie pour les protéger, ils n'ont pas de ceinture de sécurité, ils n'ont pas d'airbag non plus pour les protéger. L'équipement du motard est donc primordial. Aujourd'hui, les fabricants ont mis au point un produit assez innovant, c'est le gilet airbag. Il est souple et fin, mais quand il se gonfle, il devient rigide et épais au moment du choc. Il protège le dos et la nuque, c'est-à-dire les vertèbres cervicales jusqu'au lombaire. C'est donc une solution efficace et discrète pour se protéger. Je vous laisse découvrir la démonstration en vidéo de ce gilet airbag.
J'espère que cette vidéo vous a convaincu. Vous pourrez trouver tous ces équipements dans les magasins spécialisés. Si j'avais un conseil à donner à nos amis motards, c'est d'être prudent. Allez, bonne route! Chers téléspectateurs, c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions bien sûr tous les intervenants ici présents et puis tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. En attendant, et pour vous faire patienter, vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube Atout Santé et puis adresser vos commentaires et toutes vos questions sur Facebook et Twitter Atout Santé. Merci de votre attention encore une fois et puis rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.